Les journalistes maliens de France sont en colère et tiennent à le faire savoir à leur ambassadeur. Aujourd'hui, ils ont manifesté à quelques pas de l'ambassade du Mali à Paris pour soutenir leurs confrères Saouti Aïdara et Abraman Keïta, victimes d'agressions à Bamako. Les deux journalistes ont été agressés début juillet dans la capitale malienne par des individus se faisant passer pour des policiers. Une pratique qui devient courante depuis le coup d'état des militaires. Les manifestants veulent interpeller l'opinion sur le sort de Saouti Aïdara et Abraman Keïta, mais aussi de tous les journalistes qui, au Mali, ont de plus en plus de mal à faire leur travail. C'est avec une grande émotion et vive préoccupation que l'Union Presse et Communication des Maliens de France, UPCOM F, a appris la lâche agression des doyens de la presse au Mali. C'est un acte qui est barbare, indigne, vraiment féroce. Face à ce qu'il conviendrait d'appeler une menace grandissante, dans cet environnement où l'exercice du métier de journaliste devient plus que jamais difficile, les journalistes maliens souhaitent l'intervention des pouvoirs publics pour que soit enfin garanti le principe de liberté d'expression. C'est un véritable déploiement de force dans la ville de Goma. Depuis la prise de plusieurs localités la semaine dernière par le M23, la capitale de la province du Nord Kivu est quadrillée par les forces onusiennes. Appuyées par l'armée congolaise, ces casques bleus uruguayens patrouillent sans relâche. Ce matin, nous avons 3 itinéraires, le rouge, le noir et le bleu. Les rebelles du M23 menacent d'attaquer Goma si le gouvernement congolais refuse les négociations. Face à ces tensions, les habitants vivent dans la crainte. Ce sont nos dirigeants qui sont à l'origine de cette guerre et c'est la population qui souffre. Avant, on nous parlait du Congrès national de la défense du peuple et maintenant, c'est le M23. Nous ne savons pas d'où vient ce M23 et qui est derrière tout cela. Les critiques contre le Rwanda accusé de soutenir le général Bosco Ntaganda et ses hommes sont encore plus virulentes. Les habitants de Goma sont pacifiques et surtout nous les motocyclistes. Nous voulons tout simplement de quoi manger. Nous ne sommes pas des fauteurs de troubles, mais nos frères rwandais sont des fauteurs de troubles. La gestion du conflit du Nord Kivu par la mission des Nations Unies est aussi pointée du doigt. Depuis 1999, 17 000 militaires et 2 000 civils onusiens sont déployés au Congo. Ils pourraient être rejoints très prochainement par une force africaine. Dimanche dernier à Addis Abeba, l'Union africaine s'est déclarée prête à contribuer à une force de paix régionale contre les rebelles. Un principe approuvé par les présidents congolais et rwandais. La situation sécuritaire s'empire davantage dans l'est de la République démocratique du Congo. Toutes forces vives de la nation en sont conscientes et redoutent le pire. À Kinshasa, les initiatives se multiplient pour une sortie de crise. Du côté des églises, les chefs de toutes les confessions religieuses du pays, toutes tendances confondues, tous exigent l'arrêt immédiat des hostilités et chargent le Rwanda. Nous avons demandé à ce que le peuple soit engagé, n'est-ce pas, pour cette affaire-là, pour voir l'unité de notre pays. C'est à des moments pareils qu'on voit l'unité du pays. Dans l'opinion, les avis sont partagés entre ceux qui sont prêts à répondre à la mobilisation décrétée par le gouvernement et ceux qui ne trouvent aucun intérêt. Les frères qui sont en train de mourir, ils sont là au service du peuple. Normalement, ils doivent rendre la sécurité à l'est du pays. Accusés à tort ou à raison d'être derrière les mutins du M23, les membres de la communauté Tutsi vivant à Kinshasa sont sortis de leurs réserves devant le ministre de l'Intérieur Richard Mouyez-Monguez. Ils ont dénoncé une campagne de haine ethnique dont ils seraient victimes principalement de la part du parti présidentiel, le PPRD. Quoi qu'il en soit, la situation sécuritaire volatile de l'Est de la République démocratique du Congo exige des solutions appropriées recommandées selon la communauté internationale. Le Maroc expulse de son territoire l'ambassadeur syrien. Ce dernier, déclaré persona non grata, a été prié de quitter le pays selon un communiqué de la diplomatie marocaine. Le communiqué a souligné que la situation en Syrie ne peut perdurer et a appelé ainsi pour l'arrêt immédiat de toutes les formes de violence et de tuerie en Syrie.
Cette action, pas vraiment surprenante pour des observateurs, intervient après de multiples initiatives et actions menées par le Maroc sur le plan international et auprès du Conseil de sécurité en sa qualité de membre non permanent, pour aider à arrêter la violence en Syrie. Cette initiative marocaine a trouvé face à elle un veto sino-russe. Le Maroc a attendu que cette situation donc puisse trouver des issues favorables qui mettent fin à la violence. Le Maroc, qui veille à faire véhiculer la position de la Ligue arabe au sein de l'organisation internationale, a vu ses relations avec la Syrie se détériorer considérablement. La situation en Syrie a atteint, selon des observateurs, le seuil de tolérance zéro et nécessite ainsi des mesures plus radicales. Au-delà des considérations diplomatiques et politiques, l'expulsion de l'ambassadeur syrien du Maroc va certainement en convergence avec l'ensemble de l'opinion publique du royaume qui soutient la révolution en Syrie. Le Maroc abritera donc le mois prochain la réunion des amis du peuple syrien. Le taux de participation au premier tour des élections législatives au Congo-Brazzaville. Le corps électoral convoqué pour ce dimanche 15 juillet n'a pas répondu massivement à ce devoir civique. Pour preuve, le bureau de vote numéro 1 du centre Agostino Neto à Talangaï n'a enregistré que 125 votants sur les 868 attendus. La tendance était presque la même partout. C'est une fréquentation timide des bureaux de vote, confie un des présidents des bureaux de vote. Timidement, oui, mais ils viennent quand même, ils viennent. On peut faire 2 à 3 minutes, on a un candidat, un électeur, ils viennent quand même. Mais comme c'est le matin, comprenez, c'est encore le matin. Eux, souvent, ils attendent vers midi, 13h pour venir nous déranger. Plusieurs aléas d'ordre organisationnel justifient ce faible taux de participation. Des manquements que certains chefs de quartier imputent à l'apprentissage de la démocratie. C'est avec beaucoup de peine que certains bureaux ont vu les portes ouvertes. Ceci suite aux tracasseries habituelles des débuts des élections. Toutes les élections, aux premières heures, il y a toujours des tracasseries. C'est souvent vers les 10h, 11h qu'on trouve assez de monde autour des bureaux de vote. Quoi qu'il en soit, le scrutin s'est déroulé sans incident. Ont rapporté les observateurs internationaux dans des conditions archaïques, lampes sur les torches, les suffrages exprimés ont été dépouillés. L'heure est à l'attente des résultats définitifs. Se laver les mains avec du savon est l'un des moyens les plus faciles et les plus effectifs de prévenir les maladies. Dans un pays comme le Togo, cette pratique est importante. Nous disons que c'est à l'école que l'exposition se fait le plus. Et une fois que les élèves sont conscients de la chose, ils peuvent le vulgariser dans la communauté. Pour beaucoup de petits Togolais, se laver les mains à l'école demeure mission impossible, car bien souvent, l'établissement n'est pas équipé en sanitaire. Dans un pays où plus d'un enfant sur 10 meurt avant l'âge de 5 ans, la situation s'avérait critique. Le gouvernement a lancé un concours parrainé par l'UNICEF qui incite des élèves du primaire à faire preuve d'imagination dans le domaine sanitaire. Nous avons fabriqué le bouchon avec du macla. Les vainqueurs de cette compétition ont utilisé des lanières de caoutchouc provenant d'une sandale pour fabriquer un bouchon de robinet. Écologique, durable, leur invention est faite à partir de matériaux recyclables. Lorsque l'élève a fini de se laver les mains, le robinet en bois est là, avec au bout le dimapla, il l'enfonce dans le bambou et l'eau s'arrête. En plus, ils ont créé un dispositif de récupération de l'eau. Les gagnants du concours ont reçu leur prix des mains du ministre. Excités et euphoriques, ils viennent d'horizons modestes. Pour eux, c'est un grand honneur et une source de joie. Un deuxième concours va s'ouvrir cette année. Il mettra en avant l'ingéniosité des écoliers tout en prônant la protection de la santé. Pour la première fois dans l'histoire de notre organisation, nos chefs d'État et de gouvernement ont élu une femme à la tête de la commission. C'est donc un moment mémorable à retenir et je tiens à lui exprimer mes sincères et chaleureuses félicitations avec mes meilleurs vœux de succès dans cette noble mission qui lui a été confiée.
C'est avec honneur et humilité que j'accepte cette élection comme présidente de la Commission de l'Union africaine. Je voudrais dire que cette élection ne doit pas être considérée comme une victoire personnelle, mais plutôt comme une victoire du continent africain dans son ensemble, et particulièrement pour les femmes qui y vivent. Je voudrais faire serment de ma loyauté au continent et dire que je remplirai ma responsabilité avec dévouement et en m'assurant que c'est dans l'intérêt du continent dans son ensemble. It is to the interest of the continent as a whole.